l'invité du jour aujourd'hui avec Isabelle Voinson, diététicienne à Ligny-en-Barrois. Bonjour. Bonjour Ophélie. Alors, donc je le disais en titre, les fêtes approchent. Comment s'y retrouver finalement avec tous ces aliments qui ont la réputation d'être riches, hein. Comment on s'en sort finalement? Quels sont les aliments plutôt à éviter? Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Alors, on ne va pas partir sur des systèmes d'aliments trop riches ou pauvres en énergie, en calories, tout simplement parce que la calorie aujourd'hui ne veut rien dire, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la calorie, c'est l'unité de mesure utilisée pour déterminer la quantité d'énergie apportée par un aliment. Ces calories-là sont apportées aussi bien par les graisses que par les sucres que par les protéines. Donc en prenant des exemples concrets comme une barre de chocolat et un morceau de poisson, la barre de chocolat va apporter autant de calories ou d'énergie qu'un morceau de poisson, mais quand on regarde de plus près d'un point de vue nutritionnel, le poisson sera beaucoup plus intéressant parce que pas les graisses de même qualité, pas en même quantité et pas de sucre. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on ne va jamais manger de chocolat. Donc en fait, pour gérer des repas de fête, on va quand même profiter de tout parce que le foie gras, le chocolat, la bûche, on n'en mange pas toute l'année, mais on va profiter des aliments en mangeant des petites quantités de tout. Et ce qui va être important, c'est de toujours manger ces aliments en ayant faim, parce que manger au-delà de la faim, ça va inviter votre corps à faire des stocks. Donc dès l'instant où on gère en petite quantité de tout, on peut profiter du foie gras, du verre de champagne au dessert, de la bûche, sans aller prendre 3 kilos à la sortie des fêtes de fin d'année. Donc pas vraiment finalement de bêtes noires à éviter absolument. Non, alors bien évidemment il y aura des aliments riches qu'on mangera en moins grande quantité comme le foie gras et le chocolat, mais on ne va pas les enlever de son assiette parce qu'ils ont la réputation d'être riches. Si sur votre repas vous associez bien avec des poissons, des volailles, des légumes comme il est traditionnellement présenté sur les repas de fête de fin d'année, on s'en sort très facilement sans prendre 1 kilo à la sortie. Si jamais toutefois on fait des excès, quel comportement alimentaire finalement vous préconisez à la sortie des fêtes? Alors surtout on ne saute pas de repas, que ça soit avant le repas de fête ou après le repas de fête, parce que sinon on met le corps en privation. Un corps qui est privé, c'est un corps qui va aller tout stocker après. Donc si vous avez exagéré en termes de foie gras, en termes de champagne, en termes de bûches glacées, vous allez finalement stocker plutôt que de l'éliminer facilement. Donc le repas qui va précéder par exemple le 24 au soir, donc le 24 à midi, on fait un repas normal basé sur une répartition de légumes, protéines, féculents, comme on ferait traditionnellement. Le repas qui va avoir lieu le 25 à midi, le repas du soir, on le fait, même si vous sortez de table à 18 h, vous mangerez à 20 h une petite portion de légumes et l'équivalent d'une tranche de jambon, de façon à ne pas priver le corps. Finalement, sur les repas de fête, on gère un équilibre sur en gros 72 heures et pas sur 24 heures, parce qu'on a un repas qui est beaucoup plus riche. Hein, finalement, passer les fêtes de fin d'année de manière sympathique, sans se priver, c'est gérer son alimentation déjà en amont et puis en aval après. Est-ce que vous avez tout de même des petites astuces justement au sortir des fêtes pour éliminer ou pour justement se sentir mieux dans son corps? Alors déjà, on ne reste pas complètement sédentaire, hein. C'est pas parce que c'est les fêtes de fin d'année qu'on ne bouge plus. On reprend l'activité dès que les fêtes sont terminées et on revient directement sur une alimentation équilibrée. Alors après, on peut choisir des aliments beaucoup plus intéressants nutritionnellement parlant, c'est-à-dire s'orienter plus sur le poisson, sur les fruits de mer, sur la viande blanche. On garde ses légumes, on n'enlève pas ses féculents et puis on reste sur des desserts classiques, laitage et fruits. Les quelques jours qui suivent les fêtes, hein, de façon à retrouver un équilibre sur une semaine finalement. Et puis une fois que les fêtes sont terminées, on garde cet équilibre quotidiennement. Alors une étude, autre sujet, une étude il y a quelques semaines déclarait que les Français mangeaient trop salé. C'est une vérité cette vérité, hein, malheureusement oui. Aujourd'hui, moi j'ai dans ma clientèle beaucoup de personnes qui mangent très salé sans même le savoir. Parce que quand on demande aux gens s'ils mangent salé, ils vont vous dire non, je sale pas à table. Le problème c'est qu'il y a énormément de sel caché dans ce qu'on mange. Les chiffres aujourd'hui nous montrent que les Français mangent en moyenne 12 grammes de sel par jour. Pour les régions les moins riches, ça va être 9 grammes. Les plus riches, ça peut monter jusqu'à 18 grammes par jour. 18 grammes, c'est quasiment 2 cuillères à soupe de sel. Hein, c'est énorme. Hein. Sachant que les besoins pour l'être humain, selon l'AFSA, sont calculés à hauteur de 6 grammes par jour. 6 grammes par jour, c'est un peu plus d'une cuillère à café.
Qu'est-ce qui fait qu'on en consomme plus aujourd'hui? Tout simplement tous les plats industriels, hein. Je pense aux plats cuisinés. On va choisir par exemple saumon à l'oseille, on se dit chouette, c'est des légumes, c'est du poisson, je fais un bon choix. Mais quand vous regardez derrière la quantité de sel, on décolle ce que nous on ferait si on faisait le plat maison soi-même finalement. Après il y a tous les biscuits. Les savanes, les biscuits pour les enfants, là, chocolatés, les petits beurres. Il y a du sel dans ces gâteaux? Oui, il y a du sel dans ces gâteaux. Et dans les céréales petit déjeuner. Pourquoi ils mettent du sel? Parce que déjà, ce sont des exhausteurs de goût, donc ils font ressortir les saveurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les agroalimentaires n'ont pas que le marché des aliments solides. Ils ont en même temps le marché des boissons. Donc en mettant plus de sel dans votre paquet de gâteaux, ils vont vous faire consommer de la boisson. On voit plus. C'est pour ça que c'est un terrain assez épineux pour faire diminuer le sel dans l'alimentation. Donc ce sel-là, c'est 70% de ce qu'on mange au quotidien. Les 30% restants, c'est une alimentation déséquilibrée de manière générale. On mange beaucoup de fromage, beaucoup de charcuterie, beaucoup trop de pain. Ce sont des aliments riches en sel. Donc au final, on se retrouve avec facilement 12 grammes par jour. Qu'est-ce que vous préconisez justement? Déjà peut-être plus cuisiner soi-même, éviter les plats cuisinés? Cuisiner maison, c'est ce qui aura mieux parce qu'on contrôle le sel. Enlever la salière de la table. On a beaucoup de gens qui systématiquement mettent les couverts, le sel, la bouteille d'eau et qui vont aller ressaler sans goûter les aliments. Donc déjà enlever cette salière, cuisiner maison et acheter le moins possible de produits déjà tout faits. Demain je veux manger un savane, je le fais maison. Déjà point de vue qualité générale de l'aliment, ça sera mieux et il n'y aura pas autant de sel dedans. Finalement, les risques pour la santé d'un aliment trop salé? Alors, on a 3 risques qui sont actuellement mis en évidence. Donc, on a les risques sur la pression artérielle qui va augmenter. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, c'est un des facteurs de risque aux maladies cardiovasculaires, notamment les AVC. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes de moins de 65 ans qui commencent à faire des AVC parce que problème de maladies cardiovasculaires liés à un excès de consommation de sel. Qui dit trop de sel dit aussi trop de gras, parce que comme je vous l'ai expliqué, les aliments riches en sel sont aussi très riches en graisse. Donc les deux mis ensemble, c'est des problèmes cardiovasculaires qui sont en bout de chaîne. Ensuite, on a le fameux problème de rétention d'eau dont les femmes se plaignent beaucoup. Que l'on va identifier par des gonflements au niveau des chevilles, des genoux, puis des œdèmes, alors qu'on retrouve souvent en été quand il fait très chaud. Et le dernier qui n'est pas des moindres, c'est l'ostéoporose. Alors tout le monde sait qu'on fait de l'ostéoporose quand on manque de calcium. Le lien avec le sel, il est tout facile. En fait, un excès de sel provoque des fuites de calcium au niveau des urines. Vous mangez trop de sel, vous perdez beaucoup de calcium, ce qui veut dire moins de matières premières pour entretenir la solidité des os. C'est un os qui va se retrouver plus fragile, plus poreux, et au bout de quelques temps, une ostéoporose qui se développe. Très bien, donc il faut quand même faire attention à on va saler modérément, comme on faisait autrefois du temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents finalement. Alors je le disais au début de cette émission, donc Isabelle, vous êtes diététicienne à Ligny-en-Barrois. Oui. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de votre manière de travailler? Je crois que vous faites ce que vous appelez de l'éducation alimentaire. Voilà, tout à fait. Donc en fait, je vais recevoir les personnes à mon cabinet. Le premier entretien, je vais leur expliquer comment je vais travailler pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, tout simplement parce que je ne vais pas travailler sur 1 ou 2 consultations. Le but pour améliorer la santé et la perte de poids dans les 3 quarts des personnes qui viennent me voir, c'est d'éduquer les gens. Alors, vous expliquer ce qu'il faut manger des légumes, du poisson, remettre des féculents, ça vous le savez. Moi, je vais rentrer dans les détails du pourquoi. C'est-à-dire que mon suivi, il va s'axer vraiment sur des cours. Donc, il y aura la partie pratique où on corrige les erreurs, bien évidemment, et la partie technique, scientifique, où on va mettre en évidence le fonctionnement du corps et le fonctionnement des nutriments dans l'organisme. Donc, des graisses, des protéines, des sucres, pour comprendre pourquoi j'en ai besoin et justement acquérir des bonnes habitudes alimentaires. Si aujourd'hui, je vous explique à quoi sert l'oméga 3 dans l'alimentation, vous allez régulièrement le mettre dans votre assiette. Si vous ne savez pas aujourd'hui à quoi il sert, vous allez le faire 2 semaines et puis après vous allez l'arrêter. Donc là c'est court, c'est la pratique que vous faites chez vous finalement, vous accueillez vos patientes. Voilà, tout simplement. Je les accueille, on fait une partie correction des erreurs, réponse aux questions qui interpellent et puis après on fait la partie cours pour comprendre pourquoi on fait cet équilibre-là, qui n'est pas du tout un régime finalement. Au niveau du public à Ligny-en-Barrois, vous avez c'est vrai que on a tendance à dire que c'est plutôt un public féminin qui vient quand même voir les diététiciennes. Alors,
féminin dès le départ, hein, ça fait 1 an et demi que je suis installée, donc les 6-7 premiers mois c'était très féminin. Là ça fait à peu près, on va dire, 10 mois que je reçois de plus en plus d'hommes. Alors ce qui est rigolo, c'est que les hommes qui viennent me voir viennent souvent avec leur dame, parce que c'est madame qui fait à manger à la maison, donc finalement j'éduque le couple au final. Très bien, Voilà. et donc les enfants? Et les enfants, quand ce sont des parents qui ont encore des enfants à la maison, donc finalement c'est toute la famille qui va profiter de cet équilibre-là. Parce que comme j'explique toujours, on n'est pas uniquement en but de perdre de poids. Bien évidemment, c'est ce qui va améliorer votre santé, mais vous aujourd'hui, vous n'avez pas de poids à perdre, pas de problème de santé particulier, mais manger équilibré, ça va vous permettre justement de préserver cette santé. Donc dès qu'on peut éduquer quelqu'un, on prolonge sa santé le plus possible et on recule les problèmes. Donc vous le disiez, vous travaillez quand même sur une durée assez importante, Oui. 1 an. Je fais des suivis en général d'une moyenne de 1 an qui peuvent aller à 1 an et demi, 2 ans. C'est surtout dans les excès pondéraux qui vont dépasser les 30-40 kilos où je peux être amenée à suivre les gens 1 année supplémentaire. Alors pas forcément au même rythme, de manière peut-être un peu plus décalée, mais pour toujours avoir cet effet coaching, pour continuer d'encourager, réexpliquer les choses qui ont été oubliées, parce que finalement, ce que je vous explique en tout début de suivi, au bout d'1 an et demi, c'est plus forcément aussi clair, donc on revient petit à petit sur des points qui ont été oubliés. Donc finalement, on peut dire un petit mot sur tous ces régimes. Surtout, là, on approche donc de cette période de fête. Après, on va avoir l'approche de l'été, l'appel du bikini, donc les régimes qui s'enchaînent. Voilà, les bonnes résolutions avec je veux perdre mes 10 kilos, mes 3 kilos. Tout à fait, en peu de temps finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces régimes? Alors tous ces régimes-là ne vont pas, être axés sur le système santé. Ils vont être axés sur la rapidité. Aujourd'hui, les gens ont besoin que ça aille vite. Ce que je comprends, on est dans une société de consommation, on veut tout de suite. Par contre, on a tendance à oublier l'aspect santé dans ces régimes-là. Vous allez perdre vos 10 kilos en 2 mois avec un régime éclair, c'est sûr, mais ça va durer combien de temps? Écoutez, merci beaucoup en tout cas Isabelle Voinson. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant les fêtes, rien ne sert de se priver justement de ces différents produits. On ne mange pas tout au long de l'année. Donc profitez-en sans faire d'excès toutefois. Merci beaucoup en tout cas Isabelle d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'invité du jour. Voilà, l'invité du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.